Si CDDM était une émission exclusivement consacrée aux dingueries de Donald Trump, j'aurais pu sortir une vidéo par semaine depuis janvier. Au moins. Entre les droits de douane, les prisonniers envoyés au Salvador dans des méga-prisons, la politique pro-russe, la chasse aux woke dans les universités ou globalement le fascisme, il y a l'embarras du choix. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait un peu moins la une. On va parler de l'Iran et plus précisément des discussions entre Washington et Téhéran sur le nucléaire iranien. Alors, est-ce que les États-Unis vont bombarder l'Iran ? Est-ce que le régime iranien peut encore tenir ? Et est-ce que je vais arrêter de stresser à chaque fois que je reçois une notification du Monde qui commence par Donald Trump, ouvrez les guillemets. La réponse à presque toutes ces questions, c'est tout de suite dans CDDM. L'Iran et les États-Unis n'ont plus de relations diplomatiques depuis 1980, suite à la révolution islamique de 79 et à la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran la même année. Les relations sont tellement tendues que lorsque les deux pays se parlent, habituellement ils ne le font pas directement, mais toujours ou presque par l'intermédiaire de médiateurs. Pourtant, samedi 12 avril, à Oman, il s'est passé ça. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, et l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, ont échangé dans une atmosphère constructive basée sur le respect mutuel, a souligné le ministère des Affaires étrangères iranien, précisant qu'un intermédiaire omanais avait mené les discussions. Messieurs Araghchi et Witkoff ont toutefois échangé directement quelques minutes, ajoute le communiqué, alors que l'Iran affirmait jusqu'à présent que les pourparlers seraient indirects. Dans ces négociations, qui portent sur le programme nucléaire de Téhéran, les Iraniens ont même été jusqu'à faire état d'une atmosphère constructive, tout en restant prudents sur une éventuelle issue. Notre intention est de parvenir à un accord équitable et honorable sur un pied d'égalité, et si l'autre partie adopte la même position, nous espérons qu'il y aura une chance de parvenir à une première entente qui mènera à la voie des négociations. Mais alors, de quoi on parle ? C'est quoi ces accords sur le nucléaire iranien ? En gros, les Iraniens enrichissent de l'uranium et les Occidentaux ne veulent pas que les Iraniens aient la bombe atomique. En particulier les Israéliens qui considèrent la République islamique comme une menace existentielle. Les Iraniens de leur côté assurent qu'ils enrichissent de l'uranium uniquement pour un usage civil, mais c'est largement considéré comme un considérable mytho. Comme l'expliquait le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique dans un entretien au Monde, si l'Iran possède le matériel suffisant pour fabriquer non pas une mais plusieurs bombes, il ne dispose pas encore de l'arme nucléaire. C'est comme un puzzle. Ils ont les pièces et ils pourraient éventuellement un jour les mettre ensemble. Il reste du chemin à parcourir avant d'y parvenir, mais ils n'en sont pas loin, il faut le reconnaître. Les États-Unis et l'Iran négocient donc pour signer un accord pour empêcher Téhéran d'obtenir l'arme nucléaire, en échange peut-être d'une levée des sanctions économiques états-uniennes sur le pays. De nouvelles discussions sont donc en cours à ce sujet, avec une deuxième session de pourparlers qui a eu lieu à Rome samedi 19 avril. Pourtant, c'était plutôt mal parti. Comme l'écrit Armin Arefi dans Le Point, de retour à la Maison-Blanche, Donald Trump avait d'abord rétabli sa politique de sanctions, connue sous le nom de pression maximale contre la République islamique, et renforcé la présence militaire américaine au Moyen-Orient. Et encore fin mars, Trump menaçait l'Iran d'une attaque militaire. Je préférerais un accord à l'autre solution, et je pense que tout le monde dans cet avion sait de quoi il s'agit. Et ce ne sera pas beau à voir. Ce n'est pas ce que je préfère. Cette hostilité du milliardaire orange à l'égard de la République islamique n'est pas nouvelle. En 2018, il avait unilatéralement sorti les États-Unis d'un précédent accord signé en 2015, toujours sur le nucléaire iranien. Il a annoncé son retrait de l'accord et rétabli les sanctions économiques contre Téhéran qui avaient été levées au lendemain de l'accord signé par 6 pays et l'Iran en 2015. Il avait même dit que c'était le pire accord jamais signé. C'est factuellement faux. Le pire accord, c'est celui que Tony Parker a signé en 2007 avec la Warner pour faire un album de rap. Check mon hip-hop, toujours au top, mon flow ricoche, rap et mon job, stop. Et aujourd'hui, l'administration de Trump est en train de négocier pour tenter de conclure un accord du même genre. Alors, quelles sont les raisons de ce revirement ? La première, c'est que Trump pourrait être intéressé par le marché iranien. On parle quand même d'un pays de 90 millions d'habitants. Au plus haut sommet de l'État en Iran, on n'y est d'ailleurs pas opposé. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, ultime décideur en Iran, n'a aucune objection à la présence d'investisseurs américains dans le pays, a affirmé le président de la République islamique, Massoud Pezeshkian, lors d'un discours diffusé par la télévision d'État. Alors, c'est assez étonnant que le régime iranien accepte le principe d'un investissement économique du grand ennemi américain.
On peut l'expliquer ça par la situation du régime, un régime qui est quand même assez affaibli. Il a été affaibli d'abord par des frappes israéliennes qui ont eu lieu en avril et en octobre dernier. Ces frappes, elles ont mis à mal les capacités de défense aérienne du pays. La chaîne américaine Fox News affirme que les avions israéliens ont détruit 3 systèmes de défense antimissiles S-300. Ces batteries de fabrication russe étaient les dernières de l'Iran, après la destruction d'un premier système en avril par Israël, en réponse à la première attaque de missiles de l'Iran. L'axe de la résistance aussi, il est mal en point. L'axe de la résistance, c'est le nom que donne le régime iranien au réseau d'alliances qu'il a bâti contre Israël et les États-Unis. On y compte entre autres la Syrie de Bachar el-Assad, le Hezbollah au Liban, le Hamas et ses alliés en Palestine, les Houthis au Yémen ou encore des milices pro-iraniennes en Irak. Mais vous êtes au courant, Bachar el-Assad, il est tombé, et le Hezbollah et le Hamas, ils ont été bien affaiblis par le génocide en Palestine et les bombardements de Tsahal au sud Liban, tout comme Ansar Allah qui est ciblé par les États-Unis au Yémen. Dans le monde, on peut même lire que les États-Unis prévoiraient une offensive terrestre contre les Houthis, donc encore un allié qui pourrait disparaître. Le régime iranien est donc assez isolé sur la scène internationale. D'autant plus isolé que dans le même temps, les États-Unis ont augmenté la pression, avec une présence militaire accrue sur l'île britannique de Diego Garcia et à Bahreïn. Le gouvernement iranien doit aussi composer avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté et faire face à la défiance d'une partie de la jeunesse face à un régime ultra-répressif. Comme en témoigne un étudiant iranien de Téhéran interrogé par le journal La Croix, lorsque le gouvernement se sent menacé de l'extérieur, il resserre son contrôle sur les questions sociales et culturelles, par exemple en prenant des mesures plus sévères à l'égard du hijab pour les femmes, de la musique, de l'art et de l'activisme civil, constate le jeune homme. Pour justifier la répression et maintenir son emprise, le régime associe la dissidence interne aux ennemis étrangers. Donc, une opposition interne à laquelle il faut ajouter la crise économique et l'inflation très importante en Iran. Pour sa survie, le régime a donc peut-être intérêt à un allègement des sanctions et donc à négocier. Mais attention, un pays affaibli n'est pas forcément un pays faible. L'Iran, ça reste une puissance régionale, avec une armée, une aviation, une marine. C'est sûr que c'est pas la même chose que bombarder des écoles palestiniennes. Les États-Unis ont peut-être davantage intérêt à négocier qu'à bombarder, quoi qu'ils en disent. Et l'Iran a aussi un avantage sur les Américains. Le négociateur des États-Unis, Steve Witkoff, est ce qu'on pourrait appeler un gros nulos. C'est mauvais! Comme l'écrit Armin Arefi dans Le Point, à entendre les experts du nucléaire iranien, la faiblesse de la position américaine tient notamment dans le profil de son négociateur en chef, un avocat et ami de longue date de Donald Trump, qui a fait comme lui fortune dans l'immobilier et ne maîtrise pas la subtilité du dossier, contrairement à ses interlocuteurs iraniens, des diplomates chevronnés qui ont déjà participé aux négociations qui ont abouti à l'accord sur le nucléaire de 2015. Trump, il a donc envoyé un agent immobilier pour négocier sur un dossier nucléaire avec l'Iran. Forcément, les Européens qui étaient partie prenante de l'accord de 2015, mais qui là ont été écartés, ils sont inquiets. Nous accueillons cette démarche très favorablement, mais nous serons vigilants avec nos amis et partenaires britanniques et allemands à ce que les négociations qui pourraient s'engager soient bien conformes à nos intérêts de sécurité s'agissant du programme nucléaire iranien qui présente pour le territoire français et le territoire européen une menace significative. Parce que oui, ce serait marrant si Trump avait quitté un accord en 2018 pour ensuite signer en 2025 un accord moins avantageux pour l'Occident. Ce qui est moins drôle en revanche, c'est le temps perdu pour le peuple iranien qui vit toujours sous un régime répressif et sous sanctions économiques depuis des années et des années. Il ne faut pas oublier que cet accord de 2015, il avait pris 10 ans pour être négocié. Et là, on a l'impression que Trump, vous savez, il se vantait déjà de régler la guerre russe contre l'Ukraine en un jour, et là, il se dit, voilà, avec 2 cuillères à peau de discussion, on va régler. Dans un contexte où, quand même, c'est très différent, parce que, entre-temps, les Iraniens ont enrichi de l'uranium. Ils ont reconstruit aussi des usines de fabrication de plutonium, toutes choses qui avaient été interdites par l'accord du 14 juillet 2015. L'accord de 2015, qui avait abouti après 10 ans de négociations, n'avait pas permis de faire bouger le régime au niveau des libertés. Mais il avait au moins permis une respiration économique pour les Iraniens. Et ça avait donné aussi lieu à des scènes étranges, comme le président iranien de l'époque, Hassan Rouhani, en visite au MEDEF à Paris avec Manuel Valls. Je ne suis pas bien à l'aise. En 2015, l'Iran avait respecté ses obligations sur le nucléaire, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais pour Trump, ce n'était toujours pas suffisant. Beaucoup de temps a été perdu et un nouvel accord est encore loin d'être signé. Les Israéliens sont farouchement opposés à la moindre concession à l'Iran, ils avaient déjà critiqué l'accord précédent, et même au sein des gouvernements, que ce soit en Iran ou aux États-Unis, tout le monde n'y est pas favorable. Et n'oublions pas qu'une des caractéristiques de la politique des Trumpistes reste l'imprévisibilité. Steve Witkoff, le mec de l'immobilier qui négocie là, mardi 14 avril, il a déclaré ça. As you mentioned, they do not need to enrich past 3.67%, and you do not need to run
as they claim, a civil nuclear program where you're enriching past 3.67%. Donc il dit que l'Iran peut avoir un programme nucléaire civil, comme c'était le cas avec l'accord de Vienne, mais le lendemain, sur X, il dit ça. Tout compromis final doit poser un cadre pour la paix, la stabilité et la prospérité au Moyen-Orient, ce qui signifie que l'Iran doit stopper son programme d'enrichissement et de militarisation nucléaire et l'éliminer. Donc finalement, il parle de démanteler le programme nucléaire de l'Iran, ce qui est une ligne rouge pour Téhéran. Comme le dit Sanam Vakil, la directrice du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord du think tank britannique Chatham House, les Iraniens considèrent que l'arme nucléaire est un outil de défense et de stabilisation d'un régime. Ils voient aussi très clairement un lien entre les pays qui ont renoncé à leur programme et leur chute. L'Irak de Saddam Hussein, la Libye de Muammar Kadhafi et bien sûr l'Ukraine. Donc, ce n'est pas encore fait, surtout si les États-Unis changent de discours toutes les 24 heures. Sanam Vakil prévient, chaque semaine, l'administration américaine dit tout et son contraire. Le risque est que, sans accord, Donald Trump soutienne une campagne militaire contre l'Iran. Téhéran voit la mobilisation des forces militaires américaines ainsi que les frappes contre les Houthis comme un présage de ce qui peut se passer. جنگی صورت بگیره خب ایران هم دست بسته نیست اثراتش رو میتونه به کل جامعه و کل کشورهای حاشیه هم اثر بذاره یعنی که اقتصاد ما اگر بخواد دچار Voilà, c'était CDDM. N'oubliez pas que si l'actualité nationale c'est déprimant, l'international sera le genre humain.